L'objectif annoncé, et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans les écoles, c'était vraiment d'apporter une solution aux problématiques du harcèlement. Après, je dirais que d'une manière plus politique pour moi dans cette démarche, c'est de permettre aux enfants de se libérer des conditionnements qui les enserrent, comme nous avons un certain nombre de conditionnements qui nous font voir la vie d'une façon un peu comme ça, alors que ça pourrait être beaucoup plus ouvert. Donc d'éveiller la souveraineté des enfants dans ce qu'ils sont vraiment capables de réaliser et de faire, et de les mettre en coopération, c'est-à-dire les mettre en conscience qu'ils sont tous interreliés et qu'en activant cette manière d'être les uns avec les autres, c'est là où on peut non seulement se révéler dans toute sa puissance, dans toute sa capacité à exceller dans un domaine qui va être le nôtre, mais en plus de prendre vraiment le chemin d'une société qui ne va pas être fondée sur la compétition, la violence et la guerre, mais une société où on peut effectivement espérer la paix, le fait de créer de beaux projets ensemble et d'arriver à mettre en place ce vivre ensemble. Bonjour chers auditeurs de Nexus, nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui Marie-Pierre Lescure, psychopédagogue et fondatrice d'Educate. Depuis plusieurs années, tu développes des outils pédagogiques et thérapeutiques pour prévenir le harcèlement scolaire et favoriser le bien vivre ensemble. Alors nous allons découvrir ton parcours et en particulier la méthode que tu as mise en place et qui a fait l'objet d'un article dans le Nexus numéro 160 de septembre-octobre 2025 intitulé « La méthode T'as tout compris quand l'empathie éradique la violence scolaire ». Nous allons découvrir aussi l'impact de cette méthode sur les enfants, les parents et les enseignants. Alors, Marie-Pierre, quand j'ai lu cet article dans le Nexus, je me suis dit « Ah, il faut interviewer cette femme ». Je suis sûre qu'elle aura plein d'outils à communiquer à tous ceux qui nous écoutent pour les guider, les conseiller dans tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Alors, dans un premier temps, j'ai dit que tu étais psychopédagogue. Mais c'est quoi être psychopédagogue ? C'est un drôle de mot, psychopédagogue, que j'ai décidé de m'attribuer. La raison en étant que j'ai été pendant 17 ans enseignante, donc j'ai été au cœur de la pédagogie. J'étais professeure d'éducation physique pendant 17 ans. Et pendant cette période-là, disons que, oui, pendant au moins 5 ans avant que je quitte l'éducation nationale, j'ai entamé une formation en analyse transactionnelle, en psychologie, pour devenir thérapeute. Et donc, je suis devenue thérapeute pendant plus de 10 ans. Et dans mon cabinet, curieusement, mais je ne crois pas au hasard, beaucoup d'enfants sont venus, beaucoup de parents en difficulté avec leurs enfants sont venus, et je me suis rendu compte que la manière dont j'abordais la situation en donnant de l'information, mais on y reviendra, pour que les personnes s'attribuent vraiment la connaissance et puissent eux-mêmes après développer les outils d'une manière adéquate. C'était utile et que c'était pas forcément quelque chose de très courant. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, de pouvoir accompagner des enfants, des parents, avec des connaissances simples qui leur permettent d'avancer dans comment ils peuvent résoudre les problèmes qui se posent à eux. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler sur la prévention du harcèlement, plus précisément ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment clé ? Oui, il y a eu une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en tant que psychopédagogue, je travaillais une fois par semaine dans un établissement scolaire de second degré où j'étais dans un dispositif qui s'appelle la réussite éducative. Donc ça existe dans plusieurs villes. Enfin bon, ça fait intervenir des professionnels avec des colorations comme ça psychologiques, pédagogiques dans les établissements autour d'un projet collectif qui accompagne les enfants et les familles qui sont en difficulté. Donc moi j'avais une permanence dans cet établissement scolaire que j'ai eu pendant 7-8 ans, enfin en tout cas de manière régulière, et c'est là où j'ai pris conscience que les campagnes de harcèlement, que les situations de harcèlement que je pouvais constater avec des enfants qui venaient dans mon cabinet et qui évoquaient le fait d'être en souffrance par rapport à ça, ne trouvaient pas de réponse en fait. Il n'y avait pas de situation qu'on pouvait proposer aux enfants, aux familles, aux équipes pour que ça s'arrête, tout simplement. Et donc c'est là où je dirais ma formation de thérapeute associée à la formation de pédagogue s'est mise en route en fait. C'est pour ça que cette dénomination psychopédagogue a du sens vraiment pour moi. C'est vraiment la rencontre de deux façons de voir les choses qui se conjuguent.
Et donc je me suis dit, en fait, on n'arrive pas à résoudre le harcèlement aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à en déterminer la cause. Donc quand on est malade et qu'on va voir un médecin qui va nous dire rapidement bah tiens prenez ça et que ça ne correspond pas à la maladie effectivement qu'on peut avoir, on ne se guérit pas. Mieux on va un peu étouffer le symptôme et puis ça va réapparaître plus tard. C'est, je trouve, effectivement, ce qui se passait, ce que je voyais autour de moi, des actions ponctuelles, des campagnes d'affichage, enfin un certain nombre de choses où les personnes qui le font, je veux dire, avec une bonne intention. Sauf que ça ne résolvait pas le problème parce que le problème n'est pas compris. Alors ça résolvait pas tous les problèmes ou ça n'en résolvait aucun selon toi? Pas beaucoup de problèmes, véritablement, le problème du harcèlement. Puis bon, j'aimerais l'étendre, bon, je sais que cette intention-là était par rapport au harcèlement et que je fais ce travail-là, mais l'étendre aussi à tous les mal-être que les enfants peuvent ressentir en étant dans un groupe, en étant à l'école, que ce soit, il peut y avoir des moqueries régulières sans que ce soit du harcèlement. Il peut y avoir des dévalorisations comme ça aussi qui s'installent, comme si c'était naturel, sans que ce soit du harcèlement. Le processus de harcèlement est quelque chose de très précis, mais ça, il ne faut pas occulter toutes les manières d'être en relation qui peuvent occasionner chez les enfants beaucoup de souffrance et une dévalorisation qui vont faire que du coup ils vont se refermer un peu sur eux-mêmes et ils vont pas être au mieux de leurs possibilités de réussite, d'apprentissage, etc. Donc cette méthode-là, bien sûr, l'objectif, et on l'a démontré, de supprimer le harcèlement, parce que je vais être claire par rapport à ce qu'on a fait dans une école pendant 3 ans, il n'y avait plus de possibilité d'installer le harcèlement. Et ça, je vais l'expliquer, donc vous le comprendrez. Mais au-delà de ça, ça agit sur d'autres paramètres. Donc on parlera certainement tout à l'heure, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global. Alors justement, parce qu'on en parle beaucoup du harcèlement, mais c'est quoi le harcèlement ? Alors pour une définition, voilà, le harcèlement, c'est la persécution d'un enfant qui va être placé comme bouc émissaire. Alors vous savez, le bouc émissaire, c'est un terme qui est ancien, qui date des écrits bibliques, où on a chargé un bouc, où on a mis sur lui toutes les insatisfactions, les échecs, et puis on le jette, on l'envoie dans le désert. Et donc là, c'est un enfant qui prend toutes les insatisfactions des autres, en fait. Donc il y a un leader, il y a toujours un enfant charismatique qui va charger en fait et se charger de la mission, je dirais, de trouver une victime à persécuter. Et pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait donc isolement de cet enfant. En général, il est seul, ou on va l'exclure. Il faut qu'il y ait violence, que ce soit physique ou bien que ce soit par un autre moyen, je veux dire par des mots, par des photos qu'on va ensuite faire circuler sur Internet. Et il faut qu'il y ait une répétition. C'est-à-dire que c'est pas une seule fois qui va faire qu'on va parler de harcèlement. C'est quelque chose qui s'installe et qui s'intensifie dans le groupe sur un enfant qui est victimisé. Et je rajouterai un 4e critère, et ça c'est dans le livre que j'ai écrit sur Jamais victime, qui parle justement des principes fondateurs du harcèlement et des moyens de pouvoir l'enrayer. Il faut qu'il y ait un mal-être à la fois du côté des bourreaux et du côté de la victime. C'est-à-dire que ça conjugue un mal-être existentiel à ce moment-là, qui trouve une manière de s'ancrer, de se conjuguer, justement, je disais conjuguer, ça prend sens. Voilà. Dans l'article de Nexus, il me semble que tu dis que le harceleur et que le harcelé ne se rencontrent pas par hasard. Oui, alors ça fait souvent hurler des parents, par exemple, qui ont des enfants qui sont harcelés, parce qu'évidemment, c'est jamais facile d'entendre que cet enfant n'a pas été choisi au hasard par le harceleur. Mais ça se passe à un niveau inconscient, il n'y a pas une démarche psychologique qui va dire « Tiens, lui, je vais pouvoir bien l'embêter parce qu'il sera incapable de se protéger ». Mais il y a quelque chose qui se conjugue, je l'ai dit tout à l'heure, sur un mal-être. Et les deux, en fait, ont une problématique. Et une problématique de pouvoir s'affirmer autrement que par la violence en ce qui concerne le harceleur, et puis simplement dans une protection de lui-même en ce qui concerne la victime. Donc ça parle d'une difficulté à s'aimer, à s'estimer, à pouvoir se dire je suis suffisant. Le harceleur, je n'ai pas besoin de taper sur quelqu'un pour me sentir important. Et puis la victime, je suis capable de mettre mes limites. Donc ça parle d'une défaillance de l'estime de soi. Pour les deux, c'est toujours présent. Voilà, le harceleur, dans la méthode que tu vas nous décrire ensuite, n'est pas considéré comme quelqu'un de mauvais, de méchant, et qui ne peut pas se sortir de ça. Il y a des solutions pour les deux côtés. Oui, alors j'ai vu une petite vidéo qui m'a beaucoup touchée il n'y a pas très longtemps, qui se passe aux États-Unis. Ça a été fait il y a quelques années, dans une cour, dans une prison.
Et il y a un animateur au centre qui va donner des situations de vie en disant aux prisonniers, si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, faites un pas en avant. Et il évoque dans ces situations de vie, bien sûr, beaucoup de violences, d'atrocités qu'on peut à peine imaginer, mais sur le fait d'avoir été abusé, d'avoir vu ses parents se taper, de pouvoir avoir assisté à des meurtres, enfin voilà. Il va faire une liste. À l'issue de sa liste, ils sont tous autour de lui. Ce qui veut dire que les victimes sont en prison. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes au départ, alors peut-être, je dirais, il y a peut-être des formations de psychotiques très tôt, mais je n'y crois pas beaucoup. Ce sont des gens qui ont été blessés, profondément blessés, qui sont porteurs d'une violence et qui ensuite l'externalisent à l'extérieur. Forcément. Donc regardez, et d'ailleurs le travail qu'on a fait avec les enseignants, on a eu des témoignages à l'issue qui ont dit on ne regarde plus les élèves de la même manière. Parce qu'un enfant pénible dans une classe, c'est un enfant pénible. C'est-à-dire que l'enseignant peut se sentir en colère par rapport à sa posture, par rapport à ses remarques, et lui en vouloir d'être comme ça. Quand il peut regarder que derrière ça, il y a une souffrance forcément, qui ne regarde pas l'enseignant, c'est pas forcément lui qui a fait que cet enfant souffre, mais il y a une souffrance, il y a effectivement une autre manière d'aborder la relation avec cet élève-là. Ça ne veut pas dire d'accepter qu'il soit insupportable, mais c'est de le regarder autrement. Pas comme un méchant, justement, comme tu disais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur la méthode T'as tout compris? En quoi consiste-t-elle? Quel est son objectif? Alors, l'objectif annoncé, et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans les écoles, c'était vraiment d'apporter une solution aux problématiques du harcèlement. Après, je dirais que d'une manière plus politique pour moi dans cette démarche, c'est de permettre aux enfants de se libérer des conditionnements qui les enserrent, comme nous avons un certain nombre de conditionnements qui nous font voir la vie d'une façon un peu comme ça, alors que ça pourrait être beaucoup plus ouvert. Donc d'éveiller la souveraineté des enfants dans ce qu'ils sont vraiment capables de réaliser et de faire, et de les mettre en coopération, c'est-à-dire les mettre en conscience qu'ils sont tous interreliés, et qu'en activant cette manière d'être les uns avec les autres, c'est là où on peut non seulement se révéler dans toute sa puissance, dans toute sa capacité à exceller dans un domaine qui va être le nôtre, mais en plus de prendre vraiment le chemin d'une société qui ne va pas être fondée sur la compétition, la violence et la guerre, mais une société où on peut effectivement espérer la paix, le fait de créer de beaux projets ensemble et d'arriver à mettre en place ce vivre ensemble. Alors, comment c'est venu au départ? C'est ton idée ou vous étiez plusieurs? Non, alors c'est mon idée, j'en fais pas une histoire d'une prétention particulière, mais je pense que c'est le cheminement que j'ai pu avoir, moi, dans mon travail de thérapie aussi, ensuite de thérapeute, de réflexion par rapport à ce que je voyais dans l'éducation, et puis de diverses lectures qui ont pu m'inspirer, de sages comme Krishnamurti, comme d'autres. Il y a eu tellement de pédagogues et de philosophes dont j'ai pu m'imprégner que après j'en ai fait quelque chose d'une conviction. Que nous sommes tous formidables, c'est-à-dire que, voilà, toi Estelle, tu es forcément une femme formidable, mais par contre la vie peut nous amener à penser le contraire. Et si on pense le contraire, eh bien les convictions qu'on va avoir à l'intérieur de nous vont créer notre propre vie à l'image de ce que l'on pense. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, la physique quantique en parle. Alors, la physique quantique, les découvertes datent du début du XXe siècle, mais aujourd'hui, beaucoup de scientifiques le vérifient. C'est-à-dire que le monde est énergie. Si je dégage une énergie négative en pensant que je suis nulle et que je n'y arriverai pas, eh bien tout va se mettre en place pour que ça me donne raison. C'est-à-dire que je sois nulle et que je n'y arrive pas. Donc faire prendre conscience aux enfants de tout ce qui les limite, alors dans les croyances, dans la méconnaissance des émotions. Chaque émotion est porteuse d'un besoin. Si je connais le besoin qu'il y a derrière l'émotion, je ne vais pas garder l'émotion à l'intérieur de moi pour que ça en fasse une marmite qui va exploser à un moment donné. Je vais me dire là, si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a heurté, où je me sens intrusée. Donc comment je peux faire pour remettre les limites qui soient bonnes pour moi? Alors soit j'arrive à le faire moi-même, on apprend aux enfants à pouvoir avoir une posture, aussi ils sont capables de dire stop d'une manière, voilà, ça c'est pas bon pour moi, mais s'ils ne sont pas entendus, je vais faire appel aux autres, mes petits camarades, pour qu'ils m'aident à mettre les limites que je n'arrive pas à mettre moi-même. Et si on fonctionnait comme ça dans la société, mais je veux dire, il y aurait déjà beaucoup moins de violence, il y aurait beaucoup plus de paix sociale, et il y aurait beaucoup plus de joie, parce que la mise en relation met en joie.
Quand on a fini le travail avec les enfants au bout d'une année d'application sur l'ensemble de l'école, avec 200 enfants et 11 enseignants, il y avait davantage de joie. Les enfants le disaient. Ils avaient plus de copains, ils avaient plus confiance en eux. Enfin voilà, donc on a vraiment intérêt, avantage à penser qu'on peut agir sur nos vies, et c'est vrai que par rapport aux enfants, autant les équiper de cette manière-là le plus tôt possible pour qu'ils soient en pleine expression de leur souveraineté et qu'ils puissent regarder la vie avec un sourire et pas se dire c'est terrible, il faut avoir peur, il faut faire attention aux autres. Enfin, voilà, partir sur un autre concept qui est que l'amour peut circuler entre nous et je peux être dans cette vie en étant à ma place, pleinement réussissant dans ce que j'ai envie de faire au service des autres. Alors, tu as l'idée t'as tout compris, et ensuite, besoin d'expérimenter cette méthode pour voir si elle fonctionne, comment l'agrémenter, peut-être la rectifier en fonction du réel. Comment tu trouves un établissement à ce moment-là pour le tester et pendant combien de temps? Et c'est vrai que c'était pas simple et qu'il fallait absolument le tester parce que j'avais cette conviction profonde que c'était là qu'il fallait aller et que c'était de cette manière-là qu'on pouvait provoquer des changements pour les enfants, mais on n'avait pas de terrain d'expérimentation. Eh bien, j'ai eu la possibilité, alors en allant vers les personnes, mais j'ai pu expérimenter dans 3 établissements différents, un en Eure-et-Loir, un en Corrèze et un dans le 94 à Bonneuil-sur-Marne. Je suis allée voir les enseignants, la directrice et je veux dire, en Eure-et-Loir, c'était la mairie qui est venue vers moi parce qu'il y avait eu un problème de harcèlement grave l'année précédente et ils souhaitaient proposer un projet qui aille dans le sens d'une solution par rapport à ce qui s'était passé, un problème de harcèlement. Donc il y a eu 3 terrains d'expérimentation où je suis intervenue sur 2 classes simplement, plutôt les plus grands, c'était CE2, CM1 ou CM2. Pendant toute l'année, en fait. Toute l'année représentant 6 sessions, parce qu'il faut bien aussi se replacer dans le contexte, c'est 6 fois 1h30. Et ensuite, on fait un accompagnement des enseignants qui, eux, continuent à travailler au sein de leur classe sur les principes et les exercices qu'on a pu leur donner. Voilà. Donc, c'est d'abord une première approche qui s'est soldée par une expérimentation. À l'issue, alors là déjà, les problématiques se sont révélées. En Corrèze, les 2 enseignantes étaient ravies. Mais il n'y a pas du tout eu d'écho de suite la mairie ne voulait pas financer, l'inspecteur avait dit ok pour expérimenter, mais il ne s'est pas intéressé à ce qui s'est passé, donc on ne pouvait pas continuer. Parce que ça a été fait bénévolement, cette expérimentation de la première année, je l'ai fait bénévolement. Bon, on ne pouvait pas continuer comme ça, je veux bien aider, mais être sauveur de l'humanité, alors que moi-même j'ai aussi besoin de vivre, bon, c'était pas juste, quoi. Donc il fallait trouver à se faire reconnaître et à être financé. Lorsque nous sommes allés en Eure-et-Loir, donc là les enseignants pareil étaient ravis, il se passait des choses. Mais là par contre il y a eu une espèce de cabale des autres enseignants contre les 2 enseignants qui avaient travaillé avec nous, qui ne trouvaient pas juste que la mairie ait payé un projet pour L2, alors que ça aurait pu se diffuser sur l'ensemble de l'école, et donc ont bloqué, en fait en conseil des maîtres, ils ont bloqué la poursuite du projet alors que la mairie était d'accord pour poursuivre. Bon, ça, on découvre des choses étonnantes et qui peuvent parfois mettre effectivement des freins ou nous faire réfléchir sur mais quel est le sens de tout ça? Mais peu importe, c'est comme ça, pas le développer ici. Et puis à Bonneuil, où donc j'ai été intervenue de la même manière, là par contre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que la directrice est montée à l'inspection parce qu'elle a vu des changements considérables dans un établissement où il y avait beaucoup de violence et qu'elle a dit à l'inspecteur d'académie, écoutez, je veux que ce projet se fasse sur toute l'école. Donc c'était une petite école de 200 unités avec une autre, c'était Romain-Rolland B, il y a Romain-Rolland A, donc c'est 400 enfants dans des cités et avec des problématiques sociales assez importantes. Et donc elle a bien défendu son dossier, elle a été écoutée pendant 2 heures je crois, avec un jury de 3-4 personnes, enfin vraiment elle s'est battue pour ça. Et là, elle est tombée sur un inspecteur qui a, à mon sens, on va voir pour la suite de l'histoire, a pensé que ça pourrait peut-être être bien pour lui, ou du moins il y a peut-être une conviction personnelle, mais il y voyait quelque chose pour lui. C'est-à-dire il a commencé à dire « je vais faire un PowerPoint et comme ça je vais le montrer à mes collègues, je vais le diffuser, etc. » Bon, il n'a jamais fait de PowerPoint et après il a disparu. Néanmoins, il nous a permis de développer des fonds qui sont des fonds européens, le projet qu'on appelle Notre école faisons-la ensemble, le projet NEFL, qui maintenant n'est plus actif. Et il a dit à cette directrice, écoutez, banco,
faites un budget et puis ne voyez pas trop bas pour que vous ayez vraiment toute matière à pouvoir travailler. Alors moi, quand j'ai entendu ça, quand la directrice est revenue, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit, comment ça, l'éducation nationale est prête à nous financer? On a fait un budget sur 2 ans, parce qu'il voulait que ça dure 2 ans. On avait déjà fait une première année et on a eu pratiquement 90 000 € pour travailler sur toute l'école, avec les enfants, les parents, un petit peu les parents, pas suffisamment, mais un petit peu les parents, et puis les enseignants, bien sûr. Donc c'est toi qui fais les interventions ou tu as aussi des personnes... Alors, c'est moi qui fais les interventions avec. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Marilyn, que je connais depuis des années, avec qui vraiment on a travaillé au début sur cette première année à Bonneuil, quand on était en gratuité, qui s'est formée et qui maintenant est en capacité, elle aussi, de pouvoir développer la méthode. Et on travaille à chaque fois avec des personnes qu'on fait venir avec nous pour qu'ils s'imprègnent du travail qu'on fait, afin que ça puisse effectivement essaimer quand ce sera prêt. Parce que pour l'instant, on n'est pas non plus à crouler sous les demandes, mais voilà, il y a les possibilités de pouvoir s'étendre. Évidemment, l'idée, c'est pas que je sois duplicable sur toute la France et que j'intervienne partout. C'est impossible et ce serait pas du tout souhaitable. C'est que ça puisse se transmettre, mais ça, c'est une autre étape. Pour le moment, c'est pas notre étape première. Alors, revenons à Bonneuil-sur-Marne. Donc, 2 ans durant 3 ans. 3 ans durant. Première année gratuitement, 2 années ensuite. Oui. D'accord. Alors, le avant et le après. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter l'évolution? Alors, je peux déjà raconter une histoire aussi qui a fait que la directrice s'est emparée de ce projet avec autant d'intérêt. C'est que la première année, au mois de mars, donc en cours d'année, a été déplacé un enfant qui s'était déjà fait exclure de 2 écoles, depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que c'était un enfant qui était en CM2, qui avait bien sûr de grosses lacunes au niveau de l'apprentissage, qui vivait dans la cité avec ses grands frères et toute la bande là, et c'était un peu un caïd. C'est-à-dire que comme il était en échec à l'école, quand il arrivait dans une classe, il retournait la classe. Et donc les autres écoles n'avaient pas réussi à le canaliser, et donc il arrive dans la classe où a lieu le projet avec l'institutrice, qui d'ailleurs a passé de très mauvaises vacances, parce qu'en février, à savoir que cet enfant arrivait, elle était très inquiète de ça. Et le premier jour où il est arrivé effectivement au retour des vacances, il a effectivement mis la classe totalement en révolution. Les enfants étaient tellement contents de se mettre derrière lui, de faire du buzz. Enfin, c'était quelqu'un qui avait un certain charisme effectivement, et puis une certaine expérience aussi dans cette manière d'être. Le premier jour, la maîtresse est sortie en pleurs de sa classe, les enfants étaient sur les tables, enfin vraiment c'était épouvantable. La directrice a soutenu son institutrice en lui disant « Écoute, reprends les outils que tu as travaillés depuis le début de l'année, retravaille avec ça pour justement apaiser ce climat et faire que tu vas avoir des options de sortie. » Dès le lendemain, elle a donc elle a fait un cercle de paix, qui est un outil qu'on utilise assez rapidement dans le dispositif, et elle a parlé de son mal-être. Elle a dit combien elle était très mal, très triste aussi de ce qui se passait, et qu'elle avait vraiment envie de trouver des solutions et qu'on ne parte pas dans cette situation. Et donc, effectivement, les enfants ont chacun pris la parole, et il y a eu une écoute et une conscience que cet enfant allait mal, parce que ça c'est ce qu'on dit très tôt, c'est un enfant qui crée une problématique, un enfant qui souffre. Donc les enfants ont repris conscience de ça. Donc s'il fait ça, c'est qu'il souffre, donc on ne va pas s'associer à lui pour continuer nous aussi à faire du buzz. On va l'aider, on va le soutenir. Et je ne décris pas les différentes étapes, mais très rapidement, parce que moi 15 jours après j'intervenais dans la classe, je n'aurais jamais vu un enfant à problème, je ne voyais pas un enfant à problème, je voyais un enfant qui bien sûr arrivait, connaissait pas tout à fait les codes que les autres pouvaient avoir, il était respectueux, attentif, calme, il levait la main pour prendre la parole, il était rentré vraiment complètement dans le cadre. La directrice, en le faisant venir dans son bureau, lui a dit « mais bravo, déjà je te félicite parce que tu as changé radicalement de comportement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il lui a dit « j'aime bien la maîtresse », donc la maîtresse était gentille avec lui, et c'est la première fois que je me sens écoutée. Et ça a modifié son comportement, et malheureusement, la suite de l'histoire est moins favorable parce qu'il est passé en 6e avec un dossier hyper chargé, donc du coup les enseignants l'attendaient, ça s'est pas bien passé en fait pour lui, c'était pas assez ancré pour qu'il puisse continuer, mais tout le début de l'année où il n'avait pas encore été viré de l'établissement, il était à la sortie de l'école. Il venait voir ses copains, il venait voir la maîtresse, il venait voir, il venait revenir là où il avait été écouté, regardé autrement, accompagné.
Voilà, donc le principe vraiment qui a déclenché le fait que la directrice se déplace à l'inspection, c'est ça, plus le fait qu'elle voyait dans la cour de récréation les enfants qui étaient formés à cette méthode, donc dans les 2 classes, qui se comportaient autrement, qui pouvaient intervenir un peu comme médiateurs, qui étaient capables d'apaiser donc des conflits quand ils se produisaient. Et du coup, ces deux observations-là ont fait qu'elle a dit je veux que ce soit sur toute mon école. Voilà. Et aujourd'hui, ils appliquent encore les principes Alors, aujourd'hui, ils appliquent encore les principes, les outils qui ont été diffusés et qui restent encore disponibles, bien sûr, dans les classes. Et les enseignants ont été... ils n'étaient pas tous partants, d'ailleurs. Vous pouvez imaginer, sur une équipe de 11, la directrice dit on rentre dans ce projet, donc on va le faire tous ensemble. Donc, il y en a qui étaient enthousiastes, il y en a qui étaient neutres, et puis il y en a qui n'étaient pas convaincus. Et il y en a qui nous l'ont dit lors de la première réunion, qui nous ont dit bon, nous on n'y croit pas trop à votre truc, mais bon, on va essayer. À la fin, au mois de juin, ils étaient tous à 100%. Et l'institutrice qui était la plus en difficulté est devenue, entre guillemets, la meilleure élève. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte au fur et à mesure de l'intérêt de ces outils dans la classe, comment il y trouvait, elle, davantage de paix, davantage de capacité à faire passer ce qu'elle voulait passer, plutôt que de crier sur les élèves, de dire stop, à un moment donné, on se met en rond et on va en parler. Et donc, il y avait des outils pour ça. Et du coup, comme elle l'a expérimenté et qu'elle s'est rendue compte que ça avait un impact, je l'ai vue un jour arriver à la cantine où on était présents, nous dire finalement, ça marche votre truc. Voilà, donc je ne dis pas qu'aujourd'hui où nous sommes partis, ils font l'intégralité du processus, mais c'est resté avec des outils concrets dont ils peuvent s'approprier l'existence et même encore le modifier. Donc si tu devais résumer avant et après l'ambiance qu'il y avait dans cet établissement, c'est la conscience d'un groupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas des individus séparés, mais dans une classe on est ensemble. Et s'il y a un problème, on ne reste pas avec quelque chose sur notre cœur qui ne va pas, qui nous rend mal. On a la possibilité, diverses possibilités pour le dire, se faire entendre, et on a la possibilité de se faire aider si jamais il y a quelque chose effectivement qui dépasse notre propre action. Donc c'est mettre l'accent sur je retrouve ma souveraineté au sens de je sens ce que je sens et je vois ce dont j'ai besoin, et je m'associe aux autres pour pouvoir trouver des solutions là où j'ai besoin d'en trouver. Et au-delà de cette dynamique de conflits qui peuvent se résoudre, il y a aussi la dynamique de faire ensemble, c'est-à-dire de pouvoir s'aider davantage dans les cours, et ça, donc les processus collectifs étaient beaucoup plus présents, les enfants se retrouvaient pour s'aider, même chez eux, le mercredi, quand il y en avait un qui avait des difficultés, et puis de monter aussi des projets joyeux, c'est-à-dire de pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc ça met du collectif, ça met une meilleure connexion par rapport à soi-même, avec une circulation d'amour, je dirais, d'estime de soi, qu'ils ont appris à faire avec tout un processus qui est mis en place, et sur le vivre ensemble, l'intérêt de la coopération. Voilà. Alors la directrice voit qu'il y a un changement dans son établissement. Elle témoigne même dans le magazine Nexus que... Oui, elle était tout à fait prête. Elle a été interviewée. Oui, elle est même. Je dis que sur le site educad.fr, si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus d'éléments, il y a les vidéos où la directrice s'exprime, où les enseignants s'expriment, où les enfants s'expriment. Donc ça donne à entendre quelque chose qui n'est pas que de moi qui vais raconter combien c'est formidable, dire oui c'est normal, c'est elle qui l'a fait. Non, il y a tout ce qui se passe au niveau des personnes qui ont travaillé pendant ce temps et qui donnent les arguments. Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Et le témoignage des enfants est très touchant. Parce qu'ils ne sont pas en train de raconter quelque chose pour faire plaisir. Ils parlent de ce qu'ils ont, eux, vécu et ce que ça leur a appris. Mais dis-le qu'ils ont passé des mois à répéter le texte. On leur a donné le script, on leur a dit « soyez naturels ». Vous aurez des bonbons si vous le récitez bien. Ouais. Alors, on se dit, cette expérience est faite à Bonneuil-sur-Marne, ça semble extraordinaire, donc ça va se diffuser. C'est exactement ce que je me suis dit quand on a eu cette possibilité. D'abord, j'étais très pleine de gratitude par rapport à ça, en me disant mais c'est magnifique de pouvoir travailler comme ça à l'échelle d'une école. C'est une expérimentation, on a de la chance, quoi. Tu vois, j'ai vraiment considéré que là, c'était une chance qui nous était offerte. On met ce dispositif en place.
donc sur toute l'année. On en fait une évaluation, parce qu'il y a une évaluation qui a été faite. On s'est fait accompagner par un organisme de formation pour définir quels étaient les critères sur lesquels on voulait regarder s'il y avait des modifications et de quel ordre ces modifications étaient. Donc on a une évaluation qui est disponible, tous ceux qui voudraient la voir, et qu'on envoie à l'inspection d'académie. D'ailleurs, on n'avait pas du tout vu, pendant ce temps, du démarrage du projet jusqu'en juin, personne ne s'est déplacé. On n'a jamais eu un inspecteur ou n'importe qui d'autre de la haut qui est venu pour voir ce qui se passait. On envoie l'évaluation et là, silence complet. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun retour. Même pas merci, c'est bien ce que vous avez fait, mais ça ne nous intéresse pas pour la suite. Enfin, tu vois, ça aurait pu être écoutez, on a tout ce qu'il faut. C'est en général ce qu'ils disent, on a tout ce qu'il faut, donc on n'a pas besoin. Non, aucun retour. Je l'ai envoyé à 2 reprises, à chaque fois à l'inspecteur qui avait débloqué les fonds, qui nous avait permis d'être. Il n'y a eu aucun retour. On fait une fête de fin d'année, ils sont invités bien sûr, enfin je veux dire, la directrice envoie les invitations en bonne et due forme pour dire voilà, c'est la fête de clôture du projet, aucune réponse, ou dans le genre, non je suis désolée, j'ai piscine quoi. Voilà. Donc tu es sûr qu'ils ont été au courant, qu'ils ont bien reçu. La directrice a appelé directement, donc elle a eu l'inspecteur au téléphone qui lui a dit je suis désolée, ça tombe mal, je peux pas venir ce jour-là. Mais il n'était pas venu de toute l'année. C'est-à-dire pour moi ce qui s'est passé sans médisance particulière, mais je pense que lui il est parti sur un élan avec un objectif qui lui était propre et merci parce que vraiment grâce à ça on a pu expérimenter sur le terrain. Et puis après il a reçu des ordres contradictoires, en tout cas on l'a remis en sa place en disant mais stop, on n'a pas besoin de ça. On a nos propres outils, donc on ne met pas de lumière sur ce projet. Alors tu penses que c'est ça la raison ? Quels outils ils ont actuellement à l'Éducation nationale pour pallier Alors il y a le fameux projet phare. Oui. Le projet phare, c'est un projet qui a été d'une inspiration nordique, puisque ça vient des pays du Nord, Norvège ou Finlande, je ne sais plus, avec un monsieur qui s'appelait Pikas. Et donc au début c'était la méthode Pikas, et maintenant il appelle la méthode de la préoccupation partagée. Alors cette méthode n'est pas une méthode de prévention, bien qu'ils le disent aujourd'hui, c'est plutôt une méthode qui peut agir, en tout cas pour que ça s'arrête, je ne dis pas que ça résolve le problème de fond, si un harcèlement est identifié. Si on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, hop, il va y avoir quelque chose à ce moment-là qui se met en place. Mais en aucun cas, c'est une démarche préventive. Et là, pour nous, on a à la fois la démarche préventive et on aurait la démarche de déverrouiller le processus s'il se met en place, puisque tous les outils qu'ont les enfants peuvent leur permettre de dire à n'importe quel moment stop, là j'ai besoin d'un cercle de paix, il y a différents outils qu'ils peuvent utiliser, j'ai besoin d'aide. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc au-delà de ça, hormis le fait qu'on intervienne également si la situation peut poindre, avec des enfants qui vont mal, ça peut arriver, des enfants qui sont en très grande souffrance, ils vont, ça va être plus fort qu'eux de s'en prendre aux autres. Mais il n'y a pas d'agglomération du groupe, c'est ça qui change aussi beaucoup. Ça n'évite pas les conflits, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient tous dans un amour inconditionnel et qu'ils se faisaient des bisous toute la journée, c'est pas du tout ça. Il y avait encore des conflits, mais ça ne dégénérait pas. Et ils apprenaient, en étant aidés par les autres, à résoudre ces conflits. C'est pas vendre l'idée qu'on va arriver à une société un jour, que j'espère effectivement meilleure que ce qui se passe aujourd'hui, mais on va arriver à une société où tout le monde sera dans la paix et la joie. Mais qu'on puisse arriver dans une société où on accompagne les personnes qui sont en difficulté. Et on ne les rejette pas et on ne fait pas en sorte que ça s'envenime parce qu'on n'intervient pas. On accompagne et le groupe est vraiment fondateur de ça. Comme le groupe peut être à l'origine du harcèlement, comme vous l'avez compris, donc il faut qu'il y ait groupe pour qu'il y ait harcèlement, eh bien le groupe peut être aussi à l'origine de la paix. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut, avec la même énergie et la même conjugaison des énergies de chacun, faire que la paix s'installe. Tu me disais au téléphone, je crois, que le groupe peut avoir la force de détruire, mais aussi de réparer et de construire. Oui, absolument. Absolument. Et puis il y a un autre fait que j'avais gardé dans mon esprit en entendant une interview d'un homme qui était issu des favelas au Brésil et donc avait commencé sa vie dans la souffrance bien sûr et puis après dans la délinquance. Et il avait sur son chemin rencontré un éducateur qui a changé sa vie. En fait, des fois ça arrive, des rencontres magiques et voilà, hop, il devient éducateur. Et il était interviewé sur ce sujet. On lui demandait mais pourquoi comment ça s'est passé? Vous étiez délinquant, déjà engagé dans ce processus-là, puis vous devenez éducateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il avait dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Et tu vois, ça peut faire partie des choses qui ont construit après pour moi cette idée de la méthode. C'est qu'il a dit mais en fait, faire du bien ou du mal,
c'est un peu pareil en fait, on cherche la reconnaissance. Il y a une recherche de reconnaissance. Donc si je ne sais pas la chercher de manière positive, parce que je pense que je n'en suis pas capable, eh bien je vais la rechercher de manière négative, de manière offensive. Et si je rentre en conflit, je suis en lien, tu vois, il y a une reconnaissance qui existe. J'existe en fait. Tu vois. Donc c'est intéressant de voir comment, et d'ailleurs dans la méthode Picasse, ils utilisent ça, c'est-à-dire ils vont dire aux présumés harceleurs, on a vu que tel élève était en difficulté, donc ce sera a priori lui qui la met en difficulté. Bon, comme tu as du charisme, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Et donc, comme par magie, entre guillemets, souvent ça fonctionne. Pourquoi? Parce que cet enfant, il est reconnu de manière positive. À un moment donné, on lui dit, on a confiance en toi, est-ce que tu pourrais t'occuper de cet élève-là? C'est pas magique, je veux dire, c'est appuyer là où on a des besoins fondamentaux. Et le besoin de reconnaissance, c'est un besoin fondamental. Alors, il y a ce qui se passe à l'école, mais quand il y a des difficultés à la maison, les enfants, parce que c'est pas un travail psy non plus que vous faites individuel, c'est un travail de groupe, avec des cas individuels pour trouver des solutions. Mais pour les problèmes de fond, si un enfant a un comportement bizarre parce qu'à la maison ça se passe mal, comment vous faites? Alors, sur ce terrain-là, effectivement, on n'est pas en capacité, nous, d'agir d'une manière à résoudre ça. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans un des dispositifs, il y a une boîte dans laquelle les enfants peuvent mettre, s'ils ont besoin d'aide, s'il y a quelque chose qui les perturbe, en delà du groupe classe, parce que le cercle de paix, ça concerne vraiment les enfants du groupe classe. Et donc, parfois, il peut y avoir effectivement des choses qui sont glissées, qui sont d'un autre ordre. Qui peuvent être de la violence à la maison, enfin bon, je ne fais pas de détails, vous imaginez bien qu'on peut avoir beaucoup de choses. Et dans ces cas-là, le rôle de l'enseignant, qui va donc dépouiller ces petits mots avant de les lire à l'ensemble du groupe, évidemment, va mettre de côté ceux qui sembleraient ne pas être de la responsabilité du groupe pour une aide quelconque. Et ça peut permettre de faire un signalement, d'aller voir ce qui se passe vraiment, et de mettre en place des équipes qui vont s'occuper de ça, qui vont donc du coup, parce qu'un enfant aura exprimé quelque chose, s'intéresser de plus près à ce qu'il a exprimé, voir si c'est la réalité et voir comment, si c'est la réalité, ils peuvent agir. Après, je dirais que si on n'est pas un groupe de thérapie, et je le revendique, en plus je sais très bien faire la différence, en étant thérapeute et ayant fait des thérapies de groupe, mais par contre c'est thérapeutique, le groupe est thérapeutique, c'est-à-dire le fait d'être écouté, le fait de pouvoir être aidé, ça a un impact sur les enfants, y compris ceux qui sont en plus grande difficulté, d'où l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à cet enfant qui est arrivé et qui était complètement ingérable. Ça a un effet thérapeutique. C'est-à-dire que pour moi, ce dont je suis de plus en plus convaincue, c'est que l'amour, qui peut être considéré comme un gros mot, mais je suis désolée, je l'emploie quand même, c'est signe de reconnaissance positive, mais c'est de l'amour, eh bien, a un pouvoir extraordinaire sur les individus. Déjà, s'ils arrivent à le faire circuler en eux, parce que c'est pas gagné. On a vu avec des petits, même à partir de 5 ans, on a fait la méthode, de 5 ans jusqu'à 12 ans, pour l'instant. Eh bien, il y avait des enfants déjà qui, par rapport à un exercice qu'on leur fait faire, qui est, je mets la main sur le cœur et je dis, je suis un garçon formidable ou une personne formidable, enfin ils mettent ou extraordinaire, enfin voilà. Eh bien, il y a déjà des enfants qui ne peuvent pas le dire. Il y a déjà des enfants à 5 ans qui sont déjà verrouillés par rapport à ça. Donc ça a des tas de conséquences, bien sûr dans leur apprentissage, leur manière d'être performants sur ce qu'on leur demande, mais aussi dans la relation aux autres. Donc ces blocages-là sont déjà très importants très tôt, et refaire circuler l'amour en soi, c'est-à-dire de savoir que je suis unique, que j'ai mes défauts bien sûr, mes qualités aussi, et que ces qualités, je vais même en faire quelque chose de plus grand, je vais les mettre à disposition, je vais me rendre compte que je suis utile aux autres, que j'ai ma place, et ça déjà, mais c'est extrêmement réparateur. J'ai tellement de questions. Cet outil-là, finalement, il peut s'utiliser à la maison aussi, finalement. Parce que, est-ce que tu proposes des outils pour les parents? Alors, justement, tu tombes bien, parce que là, nous avons cherché, suite aux portes qui se fermaient devant nous de l'éducation nationale, on s'est dit, bon, ça va pas être possible, donc, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a fait pour essaimer au sein des écoles, et puis de faire en sorte que voilà, ça puisse prendre forme. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour que les enfants aient ces informations, puissent être touchés par des choses qui sont fondamentales, en fait, que je pense effectivement être fondamentales, connaissance de soi et circulation de l'amour en moi et avec les autres, c'est la base d'une société qui va bien, pour moi. Donc comment faire? Du coup, on s'est dit, on va voir avec les parents.
Alors, on a expérimenté, on a construit un programme, t'as tout compris, qu'on a expérimenté en mai dernier avec on avait 12 parents qui s'étaient inscrits et on a eu, en différentes sessions, ça s'est super bien passé. Après, on leur a dit, envoyez-nous des commentaires, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui nous permettrait encore de proposer quelque chose qui soit plus adapté pour les familles. Et donc, ils nous ont fait des retours. Et là, en novembre, le 4 novembre, on lance la 2e session. Donc, il y a un lien, je pourrais te le faire parvenir, ou je crois que peut-être je te l'ai envoyé par mail, où les personnes peuvent s'inscrire pour cette session ou pour d'autres, parce qu'il y en aura d'autres, et où au rythme d'une fois tous les 15 jours, avec une visio qui dure 1 heure, 1 heure et demie, je ne suis pas trop attachée à l'heure, s'il y a des choses et des questions qui se posent, maximum 1 heure et demie en soirée, on détricote en fait justement cette méthode pour que les personnes puissent en faire une application chez eux. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça passe par eux, vous pouvez imaginer. Donc comme les enseignants nous ont dit à certains moments, c'est incroyable, il y a même une personne qui a dit, j'ai fait ma psychanalyse avec vous. Je dis non, c'est pas ça une psychanalyse, mais tu vois, il y avait ce travail, cette conscience qui aussi distille en fait chez les adultes et qui après peuvent communiquer aux enfants, c'est pareil pour les parents. C'est-à-dire que les principes abordés, ce sont dans les grands enfants qui sont à l'intérieur, ce sont aussi des choses qui parfois ne sont pas connues, ne sont pas connues ou ne sont pas activées. Et donc de l'entendre, ils peuvent l'activer eux-mêmes et l'activer pour leurs enfants. Donc c'est un principe simple avec des exercices où il y a beaucoup de communication qu'on propose justement à faire avec les enfants qui leur permet d'acquérir cette connaissance d'eux-mêmes et cette circulation de l'amour en eux et à l'extérieur. Donc voilà la réponse. Donc c'est pas une méthode simplement pour prévenir le harcèlement, même au sein des familles. Là c'est vraiment une méthode pour travailler le lien parent-enfant. Alors notre accroche, puisque on s'est dit il faut trouver notre accroche, la porte d'entrée au niveau de l'éducation nationale a été le harcèlement et c'était juste. Là on fait la même chose auprès des parents, c'est-à-dire qu'on le présente comme une méthode de prévention du harcèlement et c'est juste. Simplement, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que pour qu'un enfant puisse se préserver du harcèlement, il faut qu'il s'aligne en lui différemment, qu'il se connaisse différemment et qu'il soit capable de faire appel à un groupe s'il en a besoin. Voilà, donc, c'est une méthode beaucoup plus globale. Et d'ailleurs, le terme méthode n'est certainement pas adapté parce que, je sais pas, on va y réfléchir. Parce que l'idée n'est pas de se dire, quand on pense méthode, on pense à une petite valise avec plein d'exercices, etc. Il y a des exercices. Mais le principe de mon accompagnement dans cette méthode, c'est que les personnes comprennent le sens de ce qu'elles vont faire. Sur quoi il faut appuyer pour arriver à mettre l'enfant davantage dans ce qu'il est et développer ses compétences et pouvoir se relier aux autres. Donc c'est comprendre le sens des interventions qui fait que quand les gens rentrent là-dedans de cette manière, plutôt que d'attendre qu'est-ce que vous nous donnez comme exercice et comme outil, c'est dire pourquoi on utilise ces outils-là et comment ces outils-là vous allez pouvoir les transformer. Du coup c'est pour ça que c'est pas une méthode au sens strict comme ça peut exister par ailleurs, c'est-à-dire il y a bien sûr des choses qui fonctionnent, donc on en parle, mais on donne à chaque fois la possibilité et même encourager les personnes, comme on l'a fait avec les enseignants et ça s'est très bien passé dans ce sens-là, on vous donne une possibilité, trouver des variantes, inventer quelque chose autour de ça. L'important c'est que l'objectif poursuivi par l'exercice soit le même et à ce moment-là vous allez atteindre les résultats escomptés. Alors ça en est où la méthode, t'as tout compris, parce que l'éducation nationale pour l'instant, silence radio. D'ailleurs, si quelqu'un de l'éducation nationale nous écoute et aura envie de reprendre le dossier là où il en était... Nous sommes prêts. Voilà. Mais quelqu'un d'autre t'a contacté? Oui, alors ça a été d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est la deuxième fois qu'il y a eu ce petit coup de pouce, enfin un coup de pouce, plus qu'un coup de pouce d'ailleurs. C'est que la première fois, la méthode était déjà écrite, mais on n'avait pas l'argent pour la formaliser parce au départ on avait fait des coffrets pour les enseignants. Enfin bon, on avait du matériel, puis on avait même besoin d'une graphiste qui nous rende ça beau, que ça puisse être transféré comme ça aux enseignants. Et on n'avait pas l'argent et en fait on a pu avoir la chance de rencontrer une fondation qui lançait un appel à projet autour du harcèlement, une fondation de santé, la fondation Ramsay Santé, que je remercie encore ici, puisqu'ils nous ont octroyé 10 000 € pour pouvoir développer la méthode qui était déjà conçue mais pas mise en forme, et ils nous ont octroyé ça pour pouvoir faire un bel objet, un bel outil qu'on a pu donc ensuite utiliser, et puis on arrivait, c'était quand même beaucoup plus crédible que d'arriver avec des paquets de photocopies. Donc on avait bénéficié d'une aide donc de la santé, parce que la fondation nous disant que pour eux c'était un problème de santé publique. Donc c'est pour ça qu'ils s'engageaient sur cette voie. Ensuite, donc
tentative, moi je restais pas bloquée, mais comme ancienne enseignante, j'avais quand même à cœur de travailler dans les écoles. Donc pour moi, il fallait aller dans les écoles, il fallait travailler avec l'éducation nationale, j'avais vraiment envie de ça. Bon, force est de constater que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas juste ma volonté qui fait que ça se produit, malheureusement. Mais il y a eu un événement qui s'est produit, qui a été la rencontre de deux personnes de l'ARS, qui avait assisté dans un forum où je m'étais présentée, où j'avais fait une petite communication sur la méthode T'as tout compris, sur un atelier de harcèlement, dans le 94, pour exactement dire, c'était l'université des maires du 94. Et donc j'étais intervenante comme d'autres, on était 3-4 à parler de ce qu'on faisait pour le harcèlement. Il y avait une quinzaine de personnes dans la salle, il n'y avait pas énormément de monde, mais parmi ces 15, 2 personnes de l'ARS 94 qui sont venues à l'issue en me disant ça nous intéresse, on se recontacte. Et le contact qu'on a eu a été effectivement excellent. Et ils nous ont dit, mais nous, on a une mission de travailler sur la santé mentale des jeunes. Le travail que vous faites développe les compétences psychosociales, c'est le terme beaucoup utilisé en ce moment. Psycho, ma connaissance de soi, social, rapport à l'autre, donc c'était vraiment ça. Et donc aujourd'hui, ils nous financent pour une école où on a le droit d'intervenir. On n'est pas comment dire, bloqué par l'éducation nationale. On est juste avec une certaine indifférence, mais si on fait pas trop de bruit, voilà, ça peut fonctionner. Donc il y a une école qui a été demandeuse et c'est donc l'ARS qui paye l'intégralité en fait du projet sur 4 classes. À partir du mois de novembre, on commence dans un quartier difficile qui ressemble absolument à là où nous étions à Bonneuil. C'est la même configuration, environ une unité de 200 enfants dans le même contexte social. Ah oui, ça me revient, mais pourquoi tu as appelé cette méthode T'as tout compris? Alors ça c'est formidable, c'est le travail de la graphiste en fait, puisque je lui avais dit, comme on travaillait, notre objectif au départ était avec des jeunes enfants, mais c'est vrai qu'on peut le dupliquer après, mais même en maison de retraite en fait, toute la vie. Mais donc on lui a dit, voilà, on veut travailler en primaire, ça serait bien qu'on ait une petite mascotte qui puisse suivre les enfants dans les différents développements qu'on en fera. Et donc elle a créé un petit tatou. Et elle a appelé la méthode T'as tout compris. Donc, T'as tout compris, c'est le tatou, T-A-T-O-U, compris, K-O-M-P-R-Y. Voilà, T'as tout compris, c'est le nom de la mascotte. Alors, c'est toi qui as fondé, c'est une association, Educat? Oui, c'est une association. Alors, est-ce que tu peux nous faire le résumé de cette association, de tes actions? Écoute, au tout début, moi j'étais enseignante encore quand j'ai créé cette association et l'objectif pour moi c'était déjà de faire des conférences sur des sujets d'éducation parce que ça me passionnait et donc j'ai fait ça pendant un moment avec des stages, des ateliers, enfin voilà, j'ai animé en fait avec une petite équipe mais qui était plus une équipe pour me dire qu'il me fallait un secrétaire et un trésorier, mais c'est moi qui faisais en fait l'intégralité des interventions et elle s'est vraiment constituée d'une manière associative, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui ont apporté leur soutien, leur engagement depuis la création de cette méthode. Depuis 5-6 ans, ça s'est construit et là de plus en plus, on a vraiment une équipe qu'on appelle Cercle Cœur avec 6 personnes qui se voient toutes les semaines pour échanger sur les sujets que nous traitons, avec un CA qui est actif et puis des adhérents qui ne sont pas encore très nombreux, mais vous pouvez adhérer pour nous soutenir, ça sera toujours pour nous quelque chose d'important de savoir que le travail qu'on mène n'est pas isolé en plein désert, mais que ça peut faire écho et qu'il y a des personnes qui peuvent mettre leur contribution. Alors c'est 10 € l'abonnement, pas l'abonnement, excusez-moi, mais l'adhésion. Et on peut recevoir des dons, enfin voilà. Donc on est tout à fait en capacité là d'accueillir des personnes qui seraient intéressées maintenant d'un soutien, quel qu'il soit dans la réflexion de ce que l'on met en place. On a des gens qui viennent vers nous, depuis l'article d'ailleurs qui est paru à Nexus, il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés en nous disant ça m'intéresse d'en savoir davantage, est-ce qu'on peut s'inscrire pour la prochaine session parentale, enfin voilà. Donc on a eu des ouvertures qui se sont présentées où les gens disaient j'ai lu l'article sur Nexus et j'aimerais vous contacter. Voilà. Et si des personnes voulaient essayer d'instaurer ça dans une école, comment elles peuvent faire? Si par exemple des parents disaient « Ah tiens, j'ai envie de proposer ça à mon école », c'est possible ça? Alors c'est possible, après il y a toujours la question financière, c'est-à-dire soit on fait une campagne de dons pour obtenir l'argent qui permet de faire dans l'école, ça dépend de la taille de l'école, ça dépend est-ce qu'on commence par 2 classes, est-ce qu'on fait sur l'ensemble. Après il y a une question de budget de fonctionnement, donc c'est ça qui bloque, parce que si aujourd'hui plein de parents sont intéressés et disent moi je vais en parler à la directrice,
la directrice, les enseignants, a priori, maintenant, avec ce qu'on fait, ils sont plutôt intéressés pour pouvoir avoir ce type de formation. Mais voilà, ça demande un coût de fonctionnement, qui là nécessite un budget. Soit on peut aller vers une mairie, puisque ça s'est déjà passé, où la mairie a subventionné le projet, soit on peut demander des fondations, à des entreprises, on peut faire une collecte, enfin, il y a la possibilité, je veux dire, mais ça demande une vraie démarche, un vrai engagement. En tout cas, c'est la direction de l'école qui décide. Elle n'a pas besoin de demander l'autorisation au-dessus d'elle? Si, bien sûr, ils demandent l'autorisation, mais je veux dire que jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été refusé. Notre présence avec cette manière de travailler n'a jamais été interdite dans les écoles. On n'est juste pas financé. Et il y a juste une indifférence. Mais qu'un chef d'établissement demande, ce qui s'est passé là quand nous étions nous sommes dans cette nouvelle école, il y a eu la demande, il fallait que l'inspecteur signe. L'ARS dit, nous on paye, le directeur était hyper partant, on avait les enseignants, enfin tout était bien. Si l'inspecteur avait dit non, c'était terminé. Bon, l'inspecteur a signé, donc voilà. Et c'est pas pour ça forcément qu'on le verra. Enfin, je vais pas être négative sur le sujet, mais en tout cas, il faut on est forcément en accord sur notre présence. On peut pas arriver comme ça, comme des intrus, en disant on va le faire, mais tranquille. Alors, par contre, il y a quand même quelque chose que je peux dire, et qui est un format qui vient d'exister, qui n'était pas présent. Et vous allez voir, en plus, il y a des situations qui se rejouent. C'est-à-dire qu'il y a un collège qui nous a contactés par l'intermédiaire d'une enseignante qui est à Argenteuil, parce qu'en fin d'année, il y a eu une menace de mort faite sur un enseignant par un élève. Et donc, ils se sont bien sûr mis en grève, ils ont fait du buzz, ils ont contacté la presse, l'inspection, le ministère, enfin voilà, ils ne voulaient pas continuer comme ça. Et donc, ils ont demandé à être aidés. Donc on leur octroie des stages, je crois bientôt, de compétences psychosociales, enfin bon, ils vont faire des trucs comme ça. Mais la personne qui est venue vers moi, c'est une jeune professeure de SVT, et qui avait entendu parler de l'association, du travail qu'on faisait, donc elle nous a contactés directement, en nous disant moi j'aimerais bien, est-ce que vous pourriez intervenir dans l'école? Bon. Alors déjà, la directrice a dit non, pas question, ils ne sont pas agréés de l'éducation nationale, donc niet, bon, ok. Mais de toute façon, je ne me voyais pas non plus intervenir. C'est un gros établissement et ils sont vraiment très nombreux. Je crois qu'il y a 8 sixièmes, enfin donc c'est vraiment une grosse structure. Et puis intervenir en sauveur dans une situation où ça crame de partout, je me disais, bon, il faut être cohérent. Moi, je n'ai pas la possibilité de le faire de cette manière. Mais ça m'embêtait aussi de répondre non, de dire non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai proposé à cette enseignante, je lui ai dit, écoute, trouve peut-être un ou deux autres enseignants avec toi, et je vous propose une formation. On le fait en ligne et on se voit chaque semaine pendant 4 mois, 3 ou 4 mois, je ne sais plus ce que je l'ai dit, mais enfin, de toute façon on fera le temps nécessaire, pour faire à la fois un partage d'informations et que vous mettrez en application directement sur le terrain. Et comme vous êtes ensemble sur le terrain, vous allez pouvoir partager sur ce que vous faites. Elle m'a dit banco. Elle a trouvé 3 autres personnes, donc ils sont 4, qui payent eux-mêmes leur formation. Alors on l'a fait à un prix vraiment défiant toute concurrence, mais quand même, ils payent leur formation. Et la directrice est au courant, elle était au courant que oui, il y avait une formation qu'ils allaient se payer eux-mêmes, donc ça ne la regardait pas, donc c'était ok. De toute façon, je ne pense pas qu'elle ait pu dire grand-chose d'autre. Et ils ont commencé à travailler de cette manière-là. Et il se passe déjà des choses vraiment très intéressantes. Je leur ai demandé de travailler sur une classe particulièrement, donc là, plutôt les 6e. Donc en fait, il y a 3 6e, une 5e. Et déjà, il y a une classe de 4e qui a demandé à pouvoir faire le cercle de paix, à pouvoir travailler sur le projet aussi, en disant mais nous aussi, pourquoi on ne ferait pas ça? Donc ça commence à essaimer un tout petit peu. Mais il y a eu un événement qui s'est passé, dont j'ai eu le résultat hier, c'est pour ça que c'est encore frais. On avait la possibilité d'intervenir à l'UNESCO avec 2 classes pour chanter une chanson qui fait partie du projet de la méthode T'as tout compris et qui participerait à une journée sur la paix. Et donc on était conviés par une ONG qui travaille autour de la paix à emmener en fait 2 enseignants qui le souhaitaient avec leurs élèves pour participer à cette journée. Donc ils étaient super contents, enfin bon. Sauf que la directrice s'est opposée. Elle a dit ah ben non mais c'est pas question, on les connaît pas, je veux pas prendre le risque, on sait pas qui ils sont même pas agréés par l'éducation. Enfin elle a fermé les écoutilles, c'est terminé. Les enfants ne peuvent pas participer à cette prestation qui les mettait en contact avec des gens du monde entier. Il y a 34 pays représentés, des ministres de l'Éducation nationale de plusieurs pays. Enfin, c'est un gros événement. Et on avait la possibilité. Alors nous, on va y aller en tant qu'association, mais c'est pas la même chose que de pouvoir permettre à des enfants de vivre un moment comme ça où ils se sentent vraiment
portés par ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on leur a dit au niveau des enseignants, on leur a dit dites aux élèves que vous allez et vous allez négocier ça avec eux, est-ce qu'ils sont OK pour faire ça ou pas, il faut qu'ils soient adhérents. C'est une classe pilote, donc il y a 4 classes pilotes dans l'établissement, et vous allez démontrer que la paix est possible au sein d'un groupe. Non seulement qu'elle est possible, mais qu'elle est porteuse de plein de possibilités. Ça va être votre démonstration. Donc vous êtes vraiment à cet endroit-là. Les élèves ont tous été partants, et ils ont tous voulu être un peu classe pilote, évidemment. Et donc ça aurait pu permettre de consacrer, je sais plus comment dire, d'affirmer ça encore, de les mettre à un endroit où ils pouvaient prendre un peu la mesure de ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Et parce que une personne a peur de sortir du cadre, a peur qu'on lui fasse des reproches parce que c'est pas quelque chose qui a la validation absolue, eh bien ça ne se fait pas. Alors comment vous pourriez avoir l'agrément, ce fameux agrément qui manque ? Écoute, on en a fait une demande 2 fois, je pense qu'on va arrêter. Parce qu'à chaque fois, les retours qui nous sont faits, d'ailleurs, le dernier retour, c'était qu'on n'avait pas fait une évaluation, alors qu'on leur a envoyé l'évaluation. Donc, si tu veux, il y a quelque chose qui est pas juste, en fait, tu vois. On remplit toutes les cases. La première fois, on s'est dit, bon, peut-être qu'on n'a pas bien répondu aux questions qu'ils attendaient. La seconde fois, la directrice a été interviewée pendant des heures par une personne qui l'a appelée. Elle était totalement enthousiaste du travail qui était fait. Hein. Au bout de 3 ans, elle était capable de dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, on a été refusé. Toujours pour un argument que je ne comprends pas, le fait qu'on n'ait pas fait d'évaluation alors qu'on leur a envoyé. Alors tu leur as renvoyé, comme ils t'ont dit qu'ils ne... La première fois, je ne sais plus c'était qu'on ne correspondait pas, ou je sais plus, enfin, les termes étaient tellement... ça n'avait rien à voir avec la réalité. La seconde fois, comme ils nous avaient déjà parlé d'évaluation, on leur a envoyé l'évaluation. Ils l'avaient déjà reçu, mais on l'a envoyé l'évaluation en disant, si on l'a fait, on vous l'envoie, il y a des questionnaires distribués pour les enfants, on l'a dépouillé d'une manière très professionnelle en se faisant aider par un organisme dédié. Non, ça a été non. Et je ne sais, non, les critères étaient pas. Quand on voit que le projet phare, il est absolument pas évalué, il se passe rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de travail très précis sur quels sont les pourcentages d'enfants qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui reconnaissent ça. Nous, on avait tous les pourcentages avec plein de questions. C'est un vrai travail d'évaluation. Donc, il y a juste une volonté de ne pas être accrédité, de ne pas être reconnu par l'Éducation nationale de manière très évidente. Donc si tu veux, là aujourd'hui, moi je peux bien faire appel s'il y a quelqu'un de l'Éducation nationale qui entend ce message et qui dit c'est pas normal, on va quand même s'en occuper, mais 2 fois ça suffit, tu vois, 2 fois faire toute cette démarche de contacter, de remplir un dossier et de recevoir un papier, non, la commission s'est réunie, on a décidé que vous ne correspondiez pas, alors qu'on a travaillé pendant 3 ans avec les résultats qu'on a, si tu veux, on va pas le faire une 3e fois, très sérieusement. Peut-être après le nouveau lieu que vous allez commencer grâce à l'ARS. Peut-être une 3e fois après ce lieu, qui sait, peut-être que la pugnacité, ça va finir par payer. Oui, mais c'est tellement, je dis pas qu'on ne le fera pas, mais c'est tellement incompréhensible. Si tu veux, je sens une profonde injustice par rapport à ça. Tu vois, et je suis pas en train de me placer en victime, je me dis, mais ce n'est pas juste. Et les critères énoncés ne sont pas justes non plus. Donc c'est très, très clairement une volonté de ne pas recevoir l'agrément. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a déjà ce fameux projet phare qui a lieu dans les établissements, qui demande certainement un coût considérable ? Je pense. Parce que si jamais une école choisissait ton projet, est-ce que ça veut dire que le programme phare c'est pas incompatible. Non, pas du tout. Ils peuvent se compléter. C'est pas incompatible puisqu'ils travaillent davantage sur le moment et l'après que nous on travaille sur l'amont. Donc c'est pas incompatible, c'est pas effacer un projet. Mais il y a quelque chose de je dirais c'est pas c'est à la fois pas compréhensible, en même temps ça peut l'être, mais je vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est pas juste en tout cas. Tu vois, c'est pas juste. Et par rapport aux effets, par rapport à ce qu'on a démontré de ce qui était réalisé d'une manière très consciencieuse sur un groupe conséquent pendant 1 année, 2 années scolaires, puisqu'on a même poursuivi après avec 1 année, tu te dis, mais ils ne veulent pas en fait. Ils ne veulent pas parce que tout monte, tous les indicateurs sont au vert. Les enseignants qui seraient interrogés aujourd'hui le seraient encore tout à fait enthousiastes. La directrice, elle était vraiment totalement convaincue de l'intérêt et de ce qui avait pu être récupéré. Donc ce n'est juste pas c'est pas possible pour l'instant. Tu vois, des fois, quand tu te heurtes à une porte, tu peux continuer à essayer un petit peu, mais après, c'est pas la peine. Tu passes de l'énergie là où il y a une volonté, en fait, de ne pas être en accueil de ce qu'on fait. Et toi, est-ce que tu arrives à déterminer les raisons de cette volonté ? J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Parce que j'ai pu, réfléchir, mais pourquoi ? Je comprends pas. Déjà, pourquoi ils sont pas venus sur le terrain pour voir ce qui se passait ? Je veux dire, déjà, c'est la première interrogation. Sachant quand même, quand tu donnes 90 000 €, enfin un peu moins,
c'est pas un petit budget de 3 000 euros. Tu vois, d'ailleurs, la directrice, elle était parfois un peu mal à l'aise avec ses collègues, autres collègues directeurs, parce que qui faisaient état de projets qu'ils avaient eu avec le projet NEFL, où ils avaient eu 2, 3, 4 000 euros, ils étaient super contents. Tu vois, donc elle osait pas dire qu'elle avait eu autant, parce que ça paraissait tellement énorme. Si tu veux, ça a été comme un miracle qui s'est produit. Tu vois, une petite faille qui s'est créée, qui a fait qu'on a pu travailler, on a pu démontrer. Ça, c'est magnifique, ça reste. C'est quelque chose qu'on a comme acquis. Maintenant, voilà, la suite ne s'écrit pas de la manière où j'aurais pensé très naturellement qu'elle pouvait s'écrire. Alors, je vais te poser une question, parce que j'ai parlé du projet à une personne, et elle m'a dit « Oui, mais de toute façon, ça c'est une rustine au système. Et le système est tellement pourri qu'il faudrait le détruire et le reconstruire. » Alors, j'avoue que la moutarde m'a un petit peu monté au nez à ce moment-là. Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Écoute, moi, ce que je répondrais, c'est que si tu as des enfants qui souffrent et que tu peux faire en sorte qu'ils ne souffrent pas et qu'ils se construisent sur des bases qui fassent qu'ils soient plus heureux, plus en confiance et qu'ils puissent construire quelque chose d'autre avec leurs camarades, évidemment, le système est en train de se casser la figure. Évidemment, ça se voit de tous les côtés. Les enseignants sont pressurisés vraiment avec... Enfin, je parle du primaire que je connais mieux aujourd'hui, mais ils sont en souffrance. Enfin, tout le monde est en souffrance dans ce système. Donc ça ne va pas. C'est certain. Il y a des choses qui ne vont pas. Les enfants qui sont déviants, il y en a de plus en plus, enfin qui sont donc pas du tout adaptés au système. Bon, maintenant, de dire, non, pas question d'aller dans le système, mais les enfants, ils y sont pour l'instant. Donc là où on peut intervenir, bien sûr qu'on peut travailler dans des écoles alternatives, c'est toujours aussi une question de budget néanmoins, mais on peut travailler dans des écoles alternatives, des écoles qui prennent soin des enfants différemment. Mais pour moi, qui ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 17 ans, je trouvais juste et normal de pouvoir avoir une action dans cette institution, en disant bien sûr que tu ne gommes pas toutes les difficultés, tu ne résous pas tous les problèmes, mais tu apportes quand même considérablement une autre manière de se percevoir pour les enfants qui peut les aider toute leur vie. Parce que tu vois, en étant thérapeute, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes adultes de différents âges qui avaient des problèmes de harcèlement au travail. Et dans le secret du cabinet se révélait à chaque fois que ces personnes-là avaient subi du harcèlement dans leur enfance, mais que ça n'avait pas été dit, ça n'avait pas été pris en considération, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas, etc. Donc ça veut dire que de la même manière qu'une blessure non guérie, avec un sentiment d'estime de soi très faible, très en difficulté, va t'accompagner toute ta vie, si tu poses les fondations de quelque chose où tu es capable d'aller chercher en toi des ressources, où tu es capable d'aller en chercher chez les autres, et que tu as envie d'avancer vers une vie meilleure, ça te suit aussi toute ta vie. Tu vois. Donc, où que soient les enfants, qu'ils soient dans un système public, privé, alternatif, enfin, peu importe. Oui, alors, et puis même si c'est une rustine pour l'instant, parce que c'est dans peu d'endroits, si on peut changer la vie, même de quelques personnes au départ. Mais les enfants retrouvent le sourire. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des enfants pour lesquels ça s'est vu. Tu vois, il y avait un enfant qui était un petit Lenny s'appelle, et il avait été déplacé parce qu'il avait été harcelé dans un autre établissement. Il était arrivé dans cet établissement. La première année, c'était l'année où nous travaillions gratuitement dans l'école, là où il a fait partie de la classe qui suivait le projet. Et c'était un enfant, quand on faisait le travail en groupe, parce qu'on les met en situation on n'est pas assis derrière un bureau, ils se déplacent, ils se rencontrent, ils font des choses ensemble. Et il était toujours à l'extérieur du groupe. C'était impressionnant parce que toujours, tu vois, on disait bon, asseyez-vous. Tu avais le groupe qui s'asseyait, puis lui, il était à côté. Alors qu'il n'y avait pas d'hostilité à son encontre, mais c'est plutôt la blessure en fait qu'il portait en lui qui faisait qu'il était très très prudent. La deuxième année, il s'est engagé on a fait des formations de médiateurs, des choses comme ça, il s'est engagé dans la formation de médiateur. On a fait un atelier d'auto-louange, alors qu'il y a une pratique où comment tu vas valoriser qui tu es. Il s'est engagé dans le processus, et quand je le voyais dans la classe, il était avec les autres. Et ce qu'il a dit au niveau de son témoignage d'auto-louange, qui est juste magnifique, il a dit effectivement, maintenant, j'ai plein d'amis et je me sens bien dans cette école. Tu vois, tu te dis, bon, on n'a pas la reconnaissance de l'éducation nationale, c'est dommage. Mais quand tu as ce genre de choses que tu peux constater, que les enfants te disent et te renvoient, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Tu vois, ça, c'est important. Après, on le sait, de nombreux enfants sont victimes de violences à la maison, avec leurs proches, avec leur famille. On fait des sujets très difficiles chez Nexus sur tout ce qui concerne la pédocriminalité, etc. Est-ce qu'une méthode comme ça, finalement aussi, n'aiderait pas un enfant, comme on lui apprend à poser ses limites,
elle est posée aussi, même s'il reste petit et vulnérable, elle est posée à la maison et justement, comme tu disais tout à l'heure, à demander de l'aide à l'extérieur pour que ça cesse et à comprendre que c'est inadmissible. Écoute, on peut le souhaiter. Maintenant, je ne peux pas m'engager à ça, tu vois, parce que le pouvoir de l'autorité parentale, de ce qui se passe au sein de la famille, est très important chez les enfants, tu vois. Donc des fois, même il y a des dissonances, tu vois, parce que nous, on donne des autorisations, des permissions à exprimer ses émotions, à pouvoir. Mais si au sein de la famille, ça se fait pas du tout. Tu vois, on a conscience aussi de ça. Donc on fait un travail avec les parents pour ceux qui peuvent venir, mais on a conscience qu'il peut y avoir une distorsion, quelque chose où, j'entends ça à l'école, c'est possible à l'école, mais c'est pas possible à la maison. Tu vois, donc on peut leur dire, peut-être pour l'instant c'est pas possible à la maison, mais voilà, c'est important que tu l'entendes parce que ça te suivra toute ta vie. Tu vois. Mais voilà, c'est difficile de dire. Alors par contre, il y a eu un enfant d'ailleurs qui a été j'ai eu la directrice là en début d'année et effectivement il y a eu une suspicion parce que je voyais cet enfant se comporter d'une manière très étrange et donc je l'ai signalé et puis en plus il avait un comportement très compliqué, très très compliqué dans la classe, mais il avait même des attitudes qui étaient étranges pour un enfant de son âge, il avait 6 ans. Et en fait, il y a une enquête sociale qui a été menée, les enfants ont été retirés là, à la rentrée, il avait une petite sœur, il a été retiré de sa famille parce qu'il y avait des comportements sexualisés, enfin voilà. Donc bon, ça a été... j'en ai parlé à la directrice, elle a regardé autrement les choses, elle en a parlé à l'enseignant. En fait, petit à petit, les choses se sont posées et il y a pu avoir ce signalement qui s'est avéré, malheureusement, en tout cas positif. Ou malheureusement, heureusement pour lui, je ne sais pas, mais en tout cas, de sortir de cette situation où c'est normal que ça se passe comme ça. Et c'était un enfant, mais qui était éminemment perturbé, vraiment, une agitation très très grande. D'ailleurs, les enfants qui sont très agités dans les classes, je peux le dire aussi, ce sont des enfants qui ont une profonde insécurité intérieure. L'agitation vient d'une insécurité personnelle, alors qui peut avoir plein de causes. Il peut y avoir plein de causes à ça, mais ça parle d'une insécurité. C'est pour ça qu'ils sont complètement indomptables. Et comment tu leur redonnes de la sécurité ? Alors, ça peut être par le groupe, justement, ça peut être par la libération de la parole, ça peut être par la distribution, ce qu'on appelle nous des shodoudou, tu vois, de ces petites unités, ces compliments qui se font, ils font des cercles de gratitude, enfin tout ça, ça nourrit, c'est quelque chose qui peut apaiser. Maintenant, si la défaillance à l'intérieur est trop grande, si le delta est trop grand, bon, on n'a pas un impact non plus considérable. C'est là où on peut dire, cet enfant a besoin d'être accompagné. Si tu veux, ça permet de passer le relais, parce que tu te rends compte que quoi qu'il se passe et quel que soit le groupe qui se met autour de l'enfant pour l'accompagner à aller mieux, eh bien, il y a des situations qui sont tellement profondément destructrices à l'intérieur pour des enfants qu'ils ont besoin d'un accompagnement médicalisé, thérapeutique, etc. Mais je peux donner un exemple quand même de la force du groupe, c'est ce qu'on fait dans certaines situations déjà en premier temps et voir si ça fonctionne. C'est qu'on demande, quand un enfant est en difficulté et très agité et désagréable avec les autres, qu'il soit mis au centre du groupe de la classe et que les enfants lui disent tout le bien qu'ils pensent de lui. Lui envoie des shodoudou, alors on appelle ça des shodoudou, mais tout ce qu'ils aiment chez lui, tout ce qu'il est capable de faire, et on a pu voir sur ce fonctionnement qui fait partie des choses possibles que les enseignants peuvent utiliser, on a pu voir vraiment des changements profonds chez les enfants. Des enfants qui se redressent. Je me rappelle d'une petite fille justement en Eure-et-Loir, c'est la première fois que j'avais mis en place ça, on fait un cercle où les enfants expriment sur ce qui ne va pas, et il n'arrêtait pas, il s'appelait Léa, il n'arrêtait pas de dire oui mais Léa elle a fait ça, donc je ne me sens pas bien, Léa a fait ci, bon, donc elle était sans arrêt nommée. Donc à la fin, que tout le monde s'est exprimé, elle ne s'exprime pas, et je lui demande de venir au centre. Alors là, elle y va courbée comme ça, parce que évidemment, elle pense qu'elle va être flagellée, en fait, qu'elle va être punie, qu'il va se passer quelque chose par rapport à tout ce qu'elle a entendu. Et là, je donne cette consigne. Et les enfants disent chacun plein de choses. Et là, cette petite fille, elle s'est redressée. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose physiquement, elle s'est redressée, elle a commencé à sourire, et les effets, l'impact de la préséance a duré quelque temps. C'est-à-dire que la maîtresse a dit, c'est vrai qu'elle a fait attention, elle s'est passée différemment. Alors, après, c'est une enfant qui avait besoin de soins, pour elle, en l'occurrence, donc elle a été suivie en thérapie. Mais c'était formidable de voir la puissance d'un groupe, justement, à donner de l'amour à un enfant qui est en souffrance et qui traduit ça par de la violence, en étant désagréable, parfois en étant violent vis-à-vis de lui-même, mais sinon en externalisant cette violence. Donc voilà, il faut le savoir, ça fonctionne. Donc on est en manque dans notre société de signes positifs de reconnaissance, d'amour qui circulent.
pour des tas de raisons, tu vois, des tas de conditionnements. Ça dit pas, il faut pas dire. Moi, je sais que j'ai entendu dans mon enfant, je me rappelle encore bien, quand il y avait des gens qui pouvaient me faire des compliments que j'étais enfant, mes parents disaient ne faut pas trop lui dire quand même, hein, parce qu'après, elle va prendre la grosse tête. Oui, j'entends aussi mais ça fait gonfler l'ego. Voilà. Même entre adultes, parfois c'est difficile de se dire qu'on s'aime, des compliments. C'est une manière qui agit sur nous, qui diminue considérablement notre pouvoir, qui n'est pas un pouvoir sur les autres, notre propre pouvoir. Plus on est en manque d'amour, manque de signes de reconnaissance, et qu'on n'a pas suffisamment la capacité de l'asseoir en nous d'une manière autonome, eh bien, plus on va être dans des comportements qui peuvent être un peu agressifs ou de retrait, enfin, on va être mal, en fait. Et on n'imagine pas combien dans la société il y a une pénurie d'amour, en fait, de signes de reconnaissance positifs. Par contre, les choses négatives, on en a. Hein. On a la langue bien pendue pour exprimer le négatif, c'est vrai. Si la méthode T'as tout compris était appliquée dans les écoles, et ce, pendant des années, tu penses qu'à un niveau plus global, ça donnerait quoi comme société? Alors je dirais on irait vers plus de paix, on irait vers plus de conscience de qui on est, donc avec un rayonnement personnel qui ne ferait que de rayonner à l'extérieur et faire la contagion, ce serait la contagion du cœur. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai, et en tout cas c'est ce qui me fait continuer et avoir envie de partager, de diffuser, de faire contagion justement sur ce modèle-là. Mais c'est sûr que la paix arriverait. Là nous sommes en guerre, hein, ça a été dit d'ailleurs à une période, mais on est en guerre intérieure. Et on est en guerre contre nous. Enfin, il y a des instances, des manières de faire qui sont en guerre contre nous. Installer la paix en soi est vraiment ce qu'on a à faire de mieux pour pouvoir le diffuser. Si on installe la paix en nous, en ayant cette connaissance de nous, cette confiance, ce rapport aux autres beaucoup plus apaisé aussi, eh bien, on change la société, c'est certain. Donc plus de créativité, plus de joie, plus d'entraide. Alors je vais finir sur cette phrase qui me vient, Marie-Pierre, mais je te trouve formidable. Voilà, vraiment. Dès que je t'ai eu au téléphone, rien que ta voix, elle rayonnait, et je pense qu'elle va rayonner jusque derrière cette caméra et jusque dans le cœur de nos auditeurs. Je te remercie. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'avais envie de vous dire que Marie-Pierre Lescure a écrit 2 livres. Un qui s'appelle, qu'elle a cité tout à l'heure, Jamais victime, 10 clés pour rendre vos enfants plus forts face au harcèlement scolaire, et un autre pour une éducation apaisée, même plus peur. Nous rappelons également que le magazine Nexus est un magazine papier que vous pouvez trouver en kiosque et en ligne, et que seuls vous, auditeurs, pouvez nous permettre de continuer à vous proposer des contenus gratuits comme celui que vous venez de voir. Donc merci à vous. Et à très bientôt, et je pense qu'on va se revoir, Marie-Pierre. Merci. Merci. Merci, Alexus.